Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Agent Slim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 8e épisode de la série Capsule VHS qui traitera sur la Méditerranée médiévale, un espace de conflit et de contact. Dans cette vidéo nous tenterons de répondre à la problématique suivante: de quelle manière la concentration de diversité culturelle dans la Méditerranée médiévale a-t-elle été à l'origine de conflits et d'échanges au Moyen-Âge. Sans plus tarder, je vous propose de commencer, c'est parti. Trois civilisations siégeant en Méditerranée. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre face aux invasions barbares et à une mauvaise gestion politique et économique. Alors que ce vaste empire unissait toute la Méditerranée, il se voit démantelé en trois grandes civilisations. La chrétienté latine, récupérant le territoire de l'ex-empire romain d'Occident, l'empire byzantin, qui n'est autre que l'empire romain d'Orient, ayant changé de nom, et le monde arabo-musulman, qui occupera une partie des deux empires romains. Pendant tout le Moyen-Âge, ces trois civilisations entretiendront des relations variées entre elles, allant d'échanges culturels et commerciaux à des conflits, tous aussi violents les uns que les autres. Nous présenterons pour commencer les trois civilisations présentes sur les rives de la Méditerranée au XIIe et XIIIe siècle. Commençons avec la chrétienté latine. Comme dit précédemment, en 476, les royaumes barbares germaniques s'attaquent à l'Empire romain d'Occident qui finit donc par chuter. Les Germains décident alors de se partager le territoire en plusieurs royaumes. Parmi ces derniers, nous comptons le royaume de France, d'Espagne, le Saint-Empire romain germanique, ainsi que les États de l'Église en Italie, etc. Comme le royaume de Pologne, donc. Bien qu'en 800, Charlemagne avait bien essayé de recréer une unité politique comme au temps de l'Empire romain d'Occident, sous la dynastie carolingienne, cette tentative d'unité se soldera par un échec. Les royaumes a priori indépendants se voient affaiblis par les attaques extérieures et sont contraints de s'allier à des chefs de guerre pour fonder une société féodale. L'Occident chrétien devient une seule organisation. L'unité de l'Occident ne demeure néanmoins point politique mais bien religieuse, rassemblant l'ensemble des croyances sous l'autorité du pape qui dirige au passage les États de l'Église. La capitale religieuse de la chrétienté latine devient Rome et la langue parlée dans le territoire est le latin. Quant à la société féodale, le roi est au sommet de cette hiérarchie, étant basé sur la confiance et la fidélité. Les seigneurs juste en dessous s'allient aux plus petits, les vassaux, qui créent une relation protection-soutien. Cela permet une meilleure organisation des royaumes qui se verra renforcée par l'idée d'une séparation sociale entre la noblesse, les seigneurs, les rois, les chevaliers, le clergé, les hommes religieux et le tiers-état, les paysans. Alors attention, par contre, la chrétienté latine étant séparée en plusieurs royaumes, elle ne possède pas un seul souverain, je l'ai dit précédemment, mais chaque royaume est gouverné par un roi spécifique à ce dernier. Seule l'unité religieuse, le catholicisme, les rassemble sous l'autorité du pape. On va voir la différence plus tard. Passons à l'Empire byzantin. Si l'Empire romain d'Occident a cédé aux invasions barbares, celui d'Orient, mis en valeur par Constantin, persistera et se renommera l'Empire byzantin. Ici, l'organisation est différente, et bien qu'il soit aussi chrétien, il demeure une certaine différence au niveau religieux. Si les deux civilisations sont toutes les deux chrétiennes et qu'elles ne sont pas unies, c'est surtout car les deux sociétés n'ont pas la même version du christianisme. Au XIe siècle, plusieurs tensions entre la chrétienté latine et l'Empire byzantin se font entendre. L'Occident chrétien possède comme grande figure politique le pape, alors que l'Empire byzantin, quant à lui, ce qu'on appelle le patriarche, qui est encore présent aujourd'hui. Seulement, l'Ouest prône la supériorité du pape sur le patriarche, alors que les Byzantins se battent pour le rendre égal à ce dernier. De plus, l'Église romaine a développé une toute autre vision du christianisme, avec ses propres coutumes, ainsi que des doctrines plus ou moins différentes. Ainsi, en 1054 a lieu le schisme de 1054, séparant le christianisme en deux branches, le catholicisme et l'orthodoxisme. Les Byzantins se tourneront alors vers un christianisme orthodoxe qui fait de Constantinople la capitale religieuse de l'Empire, avec comme centre religieux l'église Sainte-Sophie. Pour revenir à la politique, Constantinople demeure une ville très importante au sein de l'Empire. Autrefois appelée Byzance et plus connue aujourd'hui sous le nom d'Istanbul, la ville est à la jonction du continent européen et asiatique. Il s'agit ainsi d'un carrefour commercial de la plus haute ampleur, abritant également l'empereur qu'on appelle le Basileus. Il est le chef politique ainsi que militaire et la figure religieuse de ce nouvel empire romain d'Orient, et le patriarche, ayant autant d'importance que le pape en Orient.
La langue parlée au sein de l'Empire est le grec, et au VIe siècle, sous le Basilius Justinien, l'Empire byzantin est à son apogée. Seulement au fil du temps, son armée se dégrade de plus en plus et peine à résister aux armées perses, occidentales et musulmanes. Et passons à cette nouvelle civilisation qui fera son apparition au Moyen-Âge, le monde arabo-musulman. Pour l'instant, nous nous sommes surtout concentrés sur les deux civilisations chrétiennes méditerranéennes. Seulement, au 7e siècle, en Arabie, se déroulent des événements qui sont sur le point de changer à jamais le destin de l'humanité. En 622, le prophète musulman Mohammed est contraint de fuir de la Mecque et de s'exiler à Médine, se devant de la reconquérir, à Mecque. Cet événement est appelé l'Hégire, date qui marquera le début du calendrier musulman. C'est ainsi qu'il se lance avec tous les musulmans dans des campagnes militaires ardues pour conquérir l'Arabie, pour à la fin, en 630, en 8 dans le calendrier musulman, 8 ans après l'Hégire, revenir à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes et affronter la tribu des Quraysh. Cette bataille, qui n'aura pourtant fait que 14 morts, marquera ainsi le début de la création du monde musulman, qui ne fera que s'agrandir au fil des siècles grâce au mouvement du djihad. Une sorte d'effort pour étendre l'islam et défendre ses territoires. La Mecque est ainsi reprise par les musulmans et devient alors un lieu saint et de culte pour tout croyant musulman. En 632 meurt le prophète Mohammed, qui laisse la place à ses successeurs pour conquérir la péninsule arabique tout en convertissant les peuples conquis. Bien que ce triste événement affaiblit le monde musulman, Mohammed aura permis une puissante cohésion et une forte unité de la civilisation arabo-musulmane qui s'étendra sur tout le nord de l'Afrique et dans toute l'Arabie. Au 8e siècle, l'empire est mis à mal par des chefs locaux et au 10e siècle, l'empire est démantelé en 3 califats rivaux. Le califat abbasside, fatimide et almoravide, respectivement centrés sur Bagdad, le Caire et Cordoue. Les musulmans mettent un pied en Europe en conquérant la totalité de l'Espagne. Nous verrons cet événement par la suite. La langue parlée dans le monde arabo-musulman pour l'instant séparée en ces 3 califes est la langue du Coran, l'arabe, et l'islam connaîtra également une séparation religieuse entre le chiisme et le sunnisme, qui malgré certaines différences restent unis sous le monde musulman. Les lieux saints décrétés sont évidemment la Mecque ainsi que Médine qui auront joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. Des conflits au sein de la Méditerranée entre le Xe et le XIIe siècle. Maintenant que nous avons placé les 3 civilisations siégeant en Méditerranée au Moyen-Âge, nous pouvons ainsi voir et analyser les différents types de conflits ayant lieu dans cet espace de conflits et de contact. Nous identifions 3 types d'affrontements sur les côtes méditerranéennes, les croisades, des pèlerinages, plutôt des campagnes catholiques militaires armées, mis en œuvre par le pape visant à s'emparer de Terre Sainte, tout en chassant par la force les croyants d'autres religions, généralement des musulmans, la Reconquista, un mouvement également catholique, ayant pour but de s'approprier la péninsule ibérique sous domination musulmane, et le djihad, un mouvement quant à lui visant à l'expansion territoriale des musulmans et la défense de Terre Sainte. Il s'agira d'un mouvement réactivé après la première croisade, le djihad. Ces 3 conflits ont lieu à l'est comme à l'ouest et nous verrons alors comment se déroulent ces affrontements aux 4 coins de la Méditerranée. Et pour commencer, nous allons débuter par la première croisade en 1095. En 1178, le califat abbasside, dominé par le sultanat seldjoukide, les Turcs, il va falloir retenir que les seldjoukides sont les Turcs, s'empare brusquement de Jérusalem. Cette ville sainte pour les juifs, les chrétiens ou encore les musulmans était avant cette date un lieu de pèlerinage accessible à tous. Toute personne venant de l'Occident pouvait y aller même si la ville était sous contrôle musulman. Seulement quand les Turcs prennent la ville en 1078, ils y imposent leur autorité et interdisent tout pèlerin venant d'Occident à s'y aventurer. De ce fait, les Seldjoukides rompent le pacte d'Omar, signé en 717, affirmant le contraire de la volonté turque. De plus, les Seldjoukides lancent une féroce attaque face aux Byzantins qui attendent une aide de toute urgence de la part des Latins à l'ouest. Si Jérusalem est un lieu important pour les chrétiens, c'est surtout car il renferme la basilique du Saint-Sépulcre, qui elle-même abrite le tombeau de Jésus. La chrétienté latine se voit indignée par la rupture du pacte d'Omar, qui se voit obligé d'aider les chrétiens orthodoxes face aux musulmans. Mais en réalité, ce n'est pas le pape qui décida par lui-même de cette croisade, mais plutôt Pierre l'Ermite, un pèlerin qui a vu ce qui se déroulait à Jérusalem et qui revint à Rome muni soi-disant d'une lettre de Dieu qui ordonna le lancement d'une campagne face aux Seldjoukides en Orient. Le pape Urbain II lança ainsi la première croisade en 1095
rassemblant les chrétiens d'Occident face aux sunnites seldjoukides. La première campagne de la croisade rassembla une horde de paysans totalement conquis par l'appel du pape et n'ayant qu'un but en tête, libérer Jérusalem. Alors que Urbain II espérait en vérité que des seigneurs et des chevaliers se lancent à la conquête de la Palestine, il se retrouva avec cette armée de catholiques, sans expérience, mais qui sont motivés par cette campagne militaire. Guidés par Pierre l'Ermite, ils parcourent toute l'Europe tout en semant des ravages sur leur passage. Ils commettent des actes atroces en massacrant les communautés juives d'Europe, et cette croisade des pauvres, n'étant point représentative de la conquête de Jérusalem, demeurera un véritable échec. Une fois arrivé dans l'Empire byzantin qui avait besoin de leur aide, l'armée devient incontrôlable et Pierre l'Ermite se réfugie à Constantinople. À peine à pied en Asie qu'ils sont tous déjà massacrés. Sur les 35 000 croisés de cette croisade populaire, on les appelle ainsi pour la forme de leur tunique, les croisés, on observe une croix rouge, seuls 3000 réussirent à s'en sortir et à regagner l'Europe. Il est également utile de rappeler que si la première croisade rassembla tous ces paysans, c'est surtout car on leur promet l'effacement total de tous leurs péchés. Les autres campagnes militaires dirigées cette fois-ci par les nobles rassembleront des rois, des seigneurs, des comtes ou encore des chevaliers. Ce fut un jeu d'enfant pour les croisés cette fois-ci, car une fois dépassé la côte byzantine, il leur suffisait de descendre au sud et de s'attaquer aux villes indépendantes. Car oui, même si toutes ces villes sont dans le monde arabo-musulman, Jérusalem, Tyr, Tripoli, Acre et toutes les villes de la côte palestinienne sont en réalité indépendantes. Ce qui entraîna que lorsque les croisés attaquèrent une ville, aucune autour de celle-ci ne répliquait, craignant que d'autres ne les envahissent. Ainsi, ce fut d'une extrême facilité pour les latins qui récupérèrent les villes du Proche-Orient qu'ils séparèrent en plusieurs comtés et royaumes. En 1099, la première croisade s'achève officiellement. Ce fut une réussite pour les chrétiens et la croisade aboutira à la création de ces États au Proche-Orient, les États latins d'Orient. On peut voir en haut à droite. Louis VII et Aliénor d'Aquitaine sur les traces de la deuxième croisade. Après le succès que fut la première croisade, les Latins mirent en place au Proche-Orient les États latins d'Orient, dit précédemment. Ces États marquent ainsi la présence latine en Orient et s'organisent en différents comtés et royaumes. Ils sont constitués du royaume de Jérusalem, de la principauté d'Antioche, du comté de Tripoli, du royaume arménien tout au nord et pour finir du comté d'Édesse. Seulement la présence latine en Orient ne plaît pas à tout le monde, notamment aux Turcs seldjoukides qui auront été battus lors de la première croisade. Cette défaite entraînera ainsi un renouveau du djihad qui poussera les Turcs à reprendre militairement le comté d'Édesse en 1144. Une guerre éclate et les États latins d'Orient sont mis à mal par les Turcs. Ainsi, un an après l'invasion en décembre 1145, le pape Eugène III, cette fois-ci, lance un second appel à la croisade. Cette seconde croisade sera riche en rebondissements et sera une des plus chaotiques jamais réalisées. Pour cause, lors de cette seconde croisade, l'un des participants majeurs est Louis VII, le roi des Francs. Il est marié à la duchesse d'Aquitaine, Aliénor, qui occupe un quart du royaume de France. La carte juste en dessous, en bas à droite. En effet, être roi est un titre plutôt symbolique, car la France est surtout dirigée par ses comtés et ducs qui se partagent le territoire franc. Louis VII est un fin religieux, et lorsqu'un appel à la croisade est lancé en 1145, il n'hésite en aucun cas à s'y rendre et défendre les États latins d'Orient. Seulement sa femme Aliénor d'Aquitaine souhaite également se rendre avec lui en Orient, et cela non pas par conviction religieuse, mais plutôt pour rencontrer son oncle Raymond de Poitiers, avec qui elle entretient une relation plutôt particulière. Mais passons, voilà que Louis VII et son armée défilent en Europe pour rejoindre Constantinople, point de passage vers l'Orient. Accueillis par le Basileus, les Francs ne tardent pas rapidement quitter Byzance, et dès qu'ils sortent de la cité, ils tombent nez à nez avec le roi Conrad III, roi du Saint-Empire romain germanique, que l'on peut considérer comme l'actuelle Allemagne. Ces derniers racontent s'être fait attaquer par des Seldjoukides qui auraient été prévenus de leur arrivée. C'est alors que Louis VII apprend par Conrad III que l'Empire byzantin est en relation avec le sultanat Seldjoukide et qu'ils vont possiblement faire l'objet d'une trahison. Alors les Francs contournent par le sud et bien qu'ils soient tous déconcentrés par Aliénor
d'Aquitaine, ne perturbant que les troupes, mais ne vous inquiétez pas, elle aura son importance par la suite, elle n'est pas là que pour faire joli, ils arrivent enfin à Antioche, en Syrie, où se trouve l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers. Une fois à Antioche, Louis VII finalement décide de ne point s'attaquer à Édesse, mais plutôt à Damas. Cette erreur stratégique aboutira à la prise des deux villes au final, puis à l'avancée des Seldjoukides qui finira par faire fuir Louis VII et sa cavalerie. Les États latins d'Orient sont démantelés et repris par les Turcs. La croisade s'achève donc en 1149 et résulte par la défaite latine en Orient de préserver les villes conquises en 1099 lors de la première croisade. Quant à Louis VII, il réussit à se reprendre en main et ne plus se faire manipuler par sa femme, qui annule le mariage pour finalement se marier au comté d'Anjou, qui se fait une réputation à cette époque, Henri II Plantagenet. Possédant un vaste territoire à l'ouest, en épousant Aliénor, il construit avec l'Aquitaine, tout en ayant des terres en Angleterre, un vaste empire. Il refusera de prêter allégeance au roi et finira par s'expatrier en Angleterre pour créer la lignée des Henri en Angleterre. Sans le savoir, Louis VII vient de donner naissance à un des pires ennemis du royaume de France, l'Angleterre, qui s'opposera dans quelques siècles à la France lors de la guerre de 100 ans. Quant à la fin de cette croisade, lorsque les Européens revinrent dans leur contrée natale, ils ramenèrent avec eux un tout nouveau fruit venu d'Orient, les prunes, et seulement ça. D'où l'expression tout ça pour des prunes, soit tout ce chemin pour rien. Ça, c'était pour l'anecdote. Mais avant de passer à la Reconquista, nous allons aborder un personnage assez important de cette deuxième croisade, Bernard de Clairvaux. Avant de passer... Étant un abbé dirigeant l'abbaye de Bourgogne, Bernard de Clairvaux est un religieux qui encouragera la reconnaissance de 1129 de l'ordre des Templiers. Cet ordre est constitué de hauts chevaliers répartis dans toute la chrétienté latine et dans les États latins d'Orient. Il s'agit d'une organisation purement offensive qui défend les États conquis par les catholiques face aux musulmans. Il défendait les croisés lors des campagnes en Orient, tout en utilisant certaines fois la violence. Même si ces interventions sont assez controversées, les Templiers respectaient des principes chevaleresques tels que la loyauté et la justice. Pour revenir à Bernard de Clairvaux, il joue un rôle primordial dans le lancement de la seconde croisade. Étant proche du pape Eugène III qui fut moine dans son abbaye, il fut favorable à la riposte face aux musulmans dans le Proche-Orient. Bernard de Clairvaux, avec la multitude de documents qu'il lui écrit au Moyen-Âge, permet de comprendre ce qu'a signifié la seconde croisade pour les contemporains. Et passons, si tout à l'heure nous étions en train de nous intéresser aux événements se déroulant à l'Est, nous allons totalement aller à l'opposé, puisque nous allons aller à l'Ouest, tout simplement. Au 8e siècle, le califat omeyyade, califat dominant l'entièreté du monde arabo-musulman à cette époque, pense alors pouvoir poser un pied en Europe. C'est alors qu'en 711, il décide de s'attaquer au royaume wisigoth, occupant la péninsule ibérique. Pour rappel, les Wisigoths sont une tribu barbare qui déboula du nord pour s'en prendre à l'Empire romain en 476. C'est de cette manière, accompagné d'autres tribus barbares, qu'ils se partagent l'ex-empire romain d'Occident, et que les Wisigoths s'installeront en Andalousie. Seulement, comme dit précédemment, le califat omeyyade se lancera sur cette tribu qui finira par céder. Cette guerre donnera alors une lancée aux Arabes, qui s'installeront en Espagne et au Portugal, et qui continueront leur avancée jusqu'en France. Ce mouvement de conquête est poussé par le djihad qui mènera les musulmans à continuer leur progression au-delà des Pyrénées. C'est à Poitiers en 732 que, d'après la légende, Charles Martel aurait repoussé les Arabes jusqu'aux frontières du royaume des Francs et qu'il se serait limité à la région espagnole. Au début de l'an 1000, le califat de Cordoue prend le dessus et la péninsule est en grande partie dominée par les musulmans. Après une grande période de prospérité et de guerre victorieuse face aux chrétiens s'étant installé au nord de la région, après la chute des Wisigoths, le califat de Cordoue est plus ou moins stable. Au nord, nous retrouvons le royaume de Léon, avec son vassal, le comté du Portugal. Le royaume de Castille est à la frontière française, tandis qu'il est bordé par le royaume de Navarre et un ensemble de comtés dirigés par Barcelone à l'est. Entre 1002 et 1031, le califat de Cordoue est en proie à une terrible guerre civile. Plusieurs califes passent par le trône en 2 décennies et le califat finit par céder pour laisser place à une multitude de royaumes musulmans que nous allons appeler les taïfas dès maintenant. Les plus importants étant ceux de Tolède, de Badajoz et de Séville.
Du côté chrétien, le royaume de Léon est envahi par la couronne de Castille, le royaume d'Aragon est créé, ce qui jouera un rôle majeur dans la suite des événements, et le comté de Barcelone unifie tous les États catalans sous son autorité. Et la montée en puissance chrétienne, parce que oui, après cette période de guerre civile dans le caïphat de Cordoue qui donna naissance au taïfa, nous allons assister à la montée en puissance des chrétiens. Le royaume de Castille va incarner le désir de conquête des terres arabes dans la péninsule ibérique. Ferdinand Ier se lancera à la conquête du taïfa de Badajoz, qui signera un tribut garantissant sa protection vis-à-vis des autres royaumes chrétiens. Tout cela avec la Castille. Seulement, Ferdinand Ier ne s'arrête pas là. Il oblige les taïfas de Tolède et de Saragosse et accepte... Non. De Tolède et de Saragosse et à accepter le tribut et conquiert toujours et encore une partie de Badajoz qui ne peut répliquer face à la puissance castilienne. Le taïfa de Séville est ravagé et se voit accepter le tribut de la Castille. Tolède, après un changement politique, refuse d'accepter la domination chrétienne et rejette le tribut. Alphonse VI, héritier du trône de Castille, lance alors une conquête vers Tolède et s'empare de la totalité du territoire. Les royaumes musulmans sont trop faibles et trop divisés, ne pouvant réagir, et Séville s'inquiète de la situation. Dernier taïfa encore en vie. Même si le taïfa agrandit son territoire en englobant les royaumes musulmans autour, il se pourrait bien que la présence musulmane en Espagne ne tienne qu'à un fil dès à présent. Seulement en 1065, au même moment, un nouvel empire fait son apparition dans le Sahara, les Almoravides. Ils conquièrent en un rien de temps le Maroc et poussent leur expédition jusqu'à Alger. Ces derniers reçoivent un appel à l'aide du taïfa de Séville qui assiste impuissant à l'avancée chrétienne. Ils rejoignent alors les taïfas en Andalousie, au sud de l'Espagne, où ils forment une véritable coalition avec tous les taïfas du sud. Alphonse VI, informé du danger, prépare son armée à une grande campagne. Il lance un assaut sur Lorca, au sud de l'Espagne, à Séville, en y sortant victorieux. Cette défaite du côté musulman convainc l'émir almoravide Youssef Boutachfine de l'impuissance des taïfas. Il prépare à son tour une invasion de grande ampleur en 1090, mais non pas sur les chrétiens, mais face aux taïfas qui sont envahis par les almoravides en 1091. Les berbères almoravides fondent un unique front face aux chrétiens et détiennent 3/4 de la péninsule ibérique. C'est alors que les Castillans sont affaiblis et c'est au tour du royaume d'Aragon de reprendre le relais. Dès 1116, Alphonse Ier d'Aragon réduit le territoire almoravide grâce à des croisés francs avec qui ils prendront l'ex-taïfa de Saragosse au sud d'Aragon. Saragosse qui deviendra la nouvelle capitale de du royaume d'Aragon. Les conquêtes chrétiennes continuent et le royaume d'Aragon s'unit à celui de Barcelone pour fonder une puissance régnante aux côtés de la Castille. En parallèle, Alphonse Henri, comte du Portugal, le Portugal vassal de la Castille, vint les Almoravides à Ourique, ce qui lui vaut l'honneur d'avoir son propre royaume, celui du Portugal. Ce dernier percera vers la côte ouest de la péninsule en conquérant de grandes villes comme Lisbonne et qui donnera au Portugal la base de ses frontières modernes. En 1140, les Almoravides sont expulsés par les Almohades, des Berbères, tout comme les Almoravides, mais avec une doctrine religieuse différente. Ils conquièrent les territoires almoravides en Andalousie. Alors que le Portugal et le royaume d'Aragon profitent de la situation pour s'approprier de nouvelles terres, les musulmans s'emparent de Tolède et de Madrid, au centre de l'Espagne. Néanmoins, un événement va venir perturber la défense musulmane. En 1209, le pape Innocent III appelle à la croisade à nouveau contre les musulmans d'Espagne cette fois-ci. Les royaumes mettent leurs différends de côté et forment un unique front face aux Almohades. Les chrétiens progressent et en 1212, les deux camps sont opposés dans une des plus grandes batailles de l'histoire, Las Navas de Tolosa. Cette victoire chrétienne marque le déclin des Almohades et le début d'une ère latine pour la Méditerranée. On assiste à un développement des ports espagnols et à l'apparition de flux commerciaux aux alentours de la région. Les différents royaumes chrétiens occupent définitivement la plus grosse place de l'Espagne et les musulmans continuent à résister tant bien que mal face à la coalition chrétienne. Le Portugal se taille sa part du gâteau en construisant les frontières que nous connaissons aujourd'hui. L'Aragon s'empare de Valence,
mais celui qui jouera un rôle clé dans l'expulsion des musulmans en Espagne, c'est bien la Castille qui siégera Cordoue et qui s'accaparera la capitale de l'Empire, Séville. Tous les territoires musulmans ont été récupérés par les chrétiens. Seul un émirat résiste encore, l'émirat de Grenade. Son indépendance est garantie par les différents royaumes à condition de payer un tribut. Après une grande vague d'immigration des musulmans de la péninsule vers Grenade, en 1264, Grenade rompt le pacte avec les catholiques pour attaquer les royaumes espagnols en pleine révolution. La Castille et l'Aragon matent les révoltes, mais ne parviennent pas à prendre Grenade. L'émirat est en réalité un point stratégique rempli de forts et de barrières naturelles, rendant la région infranchissable. En 1310, les Castillans réussissent tout de même à s'emparer de Gibraltar. Grenade continue à résister jusqu'en 1470, soit un siècle et demi face à la Castille. En 1469, un événement clé vient alors bouleverser l'Espagne puisque Ferdinand V d'Aragon se marie avec Isabelle Ier du nom de Castille. Ce mariage unifie les deux royaumes qui deviennent le royaume d'Espagne que nous connaissons de nos jours. Les mariés se jurent de faire chuter Grenade. Au fil des ans, les catholiques siégeront point stratégique par point stratégique, retranchant les musulmans à Grenade pour y mener leur dernier combat. C'est alors que Boabdil, dernier émir de Grenade, choisit une manière plus pacifique et livre la clé de la ville aux Espagnols le 1er janvier 1492. Une page de l'histoire se tourne et après 8 siècles de présence dans la péninsule ibérique, les musulmans sont alors contraints de s'en aller à Fès, sous peine d'être convertis de force par les Espagnols. La Reconquista s'achève enfin et au même moment l'Amérique est découverte par un certain Christophe Colomb, mais cela sera pour une prochaine fois. À présent, nous allons passer à la partie 2, si on peut l'appeler comme ça, de ce chapitre. La Méditerranée au Moyen-Âge, un espace de contact, cette fois-ci pas de conflit. Si vous l'aviez remarqué, depuis le début de ce documentaire, nous traitons uniquement des conflits se déroulant en Méditerranée. Cependant, cela n'empêche pas les trois civilisations du bassin d'échanger et de commercer. Tout cela fait de la Méditerranée au Moyen-Âge un espace dynamique. Nous aborderons donc les différentes transactions culturelles et matérielles entre le XIe et le XIIIe siècle, et entre les différents empires de Mare Nostrum, notre mer, comme les Romains avaient l'habitude de la surnommer. L'essor du commerce méditerranéen. Même si en théorie, le commerce entre chrétiens et musulmans demeure interdit, les échanges ne s'interrompent néanmoins pas, et au contraire s'intensifient dès le Xe siècle. Les Latins fournissent des matières premières aux Byzantins et aux musulmans, tandis qu'ils rapportent avec eux des produits précieux venus d'Orient. La soie, l'or, l'ivoire et les épices sont rapportés de l'Est. Le commerce d'esclaves commence également à partir du XIIe siècle. Les musulmans à la jonction des trois continents connus au Moyen-Âge sont obligés de jouer les intermédiaires avec l'Extrême-Orient, Chine, Inde, etc. Des caravanes, des convois de marchands se déplaçant en groupe pour ne pas se faire attaquer arrivent de ces régions jusqu'au Proche-Orient où ils y déposent de précieuses marchandises. Les réseaux commerciaux se structurent au fil du temps au point d'entraîner des phénomènes de diaspora. Il s'agit ni plus ni moins de la formation de communautés émigrées qui conservent néanmoins un lien fort avec leurs origines. Le terme fut initialement assigné aux Juifs du Caire qui étendent leur réseau sur toute l'ère musulmane. Au XIIIe siècle, le monde assiste à la révolution nautique, de nouveaux navires font leur apparition comme les nefs, et de nouveaux instruments de navigation voient le jour. C'est le cas de l'astrolabe, permettant de se situer à l'aide des astres, mais aussi des portulans, des cartes indiquant le tracé des côtes. Cela permettra de faire de la Méditerranée une mer latine d'abord à l'est, mais aussi à l'ouest après les progrès espagnols. Avec l'avènement du commerce maritime, des républiques maritimes vont se développer dans toute la Méditerranée et principalement en Italie. C'est notamment le cas de Venise, située au nord de la mer Adriatique et de l'Italie. Elle se distingue par sa politique oligarchique dirigée par la haute bourgeoisie sociale. Venise avait son propre système politique dans ce que l'on appelait les États de l'Église, actuelle Italie. Elle élisait un doge, un homme qui était le magistrat en chef et le dirigeant de la République vénitienne. Le doge que l'on retient dans l'histoire est Enrico Dandolo. Élu par les riches commerçants, il siégeait dans un palais dans la place Saint-Marc.
Si Venise est retenue dans l'histoire comme une thalassocratie, c'est surtout parce qu'à ses débuts, elle obtient des privilèges en signant des accords commerciaux. Elle installe plusieurs comptoirs dans toute la mer Méditerranée, comme à Tunis, à Beyrouth ou encore à Rhodes. Elle obtient le monopole de certaines marchandises, permettant également aux marchands vénitiens de vendre tout à Constantinople. Venise crée des outils juridiques et économiques modernes, comme la banque, le contrat notarié, etc. Ces activités commerciales profitent aux habitants de la ville qui s'enrichissent. La puissance de la ville est visible par son architecture. On observe dans la photo en arrière-plan par exemple du carrelage et des dalles, ce qui n'était pas le cas principalement dans la chrétienté latine au Moyen-Âge, ils sont faites que de terre. Ces décorations végétales en matériaux précieux, mais aussi par les habitants eux-mêmes, démontrant leur richesse à l'aide d'habits colorés, puisque tout le monde ne pouvait pas se permettre. De plus, il ne faut pas oublier que Venise est aussi une puissance militaire qui s'oppose régulièrement à Gênes. Venise démontre son influence sur le monde occidental en détournant la 4e croisade en 1204 vers Constantinople. Elle obtient d'importants gains territoriaux, et en résumé, Venise était au Moyen-Âge un centre culturel majeur, influant le commerce maritime, et cela grâce à son emplacement stratégique. Les privilèges qu'elle reçut à Constantinople lui a également permis de développer son économie, qui est démontré à travers son architecture sublime. Je sais pas pourquoi il y a un souci. Tous ces facteurs ont contribué à forger la réputation de Venise, qui restera retenue dans l'histoire comme une des plus grandes villes de l'humanité. Tolède, un pivot essentiel pour la traduction et la diffusion du savoir. Nous avons présenté Venise en Italie, maintenant nous allons retourner dans la péninsule ibérique pour s'attaquer à Tolède. Alors, avant de présenter cette ville au Moyen-Âge, il serait déjà plus judicieux de la placer géographiquement sur la carte. Tolède se trouve en Espagne, au centre de la péninsule ibérique. Conquise en 712 par les Omeyyades musulmans aux Visigoths, Tolède, au cours de la Reconquista, transitionnera régulièrement entre latins et musulmans. Elle sera prise en 1085 par le roi de Castille pour céder encore une fois en 1140 aux musulmans. Vous l'aurez compris, mais Tolède est une ville mouvante, tantôt sous les mains musulmanes, tantôt chez celles chrétiennes. Cette agitation crée un brassage culturel à Tolède, abritant de toutes les populations. Juifs, chrétiens et musulmans y cohabitent. Le califat almoravide, fasciné par les lettres et les sciences, s'intéressera à l'art chrétien et débutera une effervescence culturelle à Tolède. Tolède devient ainsi un haut centre de traduction dans le monde médiéval. Les traducteurs s'intéresseront aux sciences, aux ouvrages antiques, à la géométrie, aux manuscrits religieux, à l'astrologie et à l'art. Les traducteurs de Tolède sont généralement des lettrés, intéressés par la culture et les savoirs. Des livres religieux seront traduits comme le Coran en latin. Le roi Alphonse X de Castille réunira notamment en 1250 une équipe de traducteurs chargés de traduire en castillan les savoirs arabes en rapport avec l'astronomie et des ouvrages hébreux de l'Ancien Testament. Au niveau méditerranéen, les différentes cultures se propagent dans tout le bassin, créant des transferts écrits comme la traduction, des transferts architecturaux en s'inspirant de l'art d'autres cultures mélangées à celle de la civilisation qui l'utilise, et le transfert technique concernant les chiffres qui, quant à eux, viennent d'Inde, mais aussi les techniques médicales, principalement venues de la civilisation arabo-musulmane, très expérimentée à ce sujet-là. Et c'est là où nous allons passer à un des événements, si ce n'est le plus important de l'histoire du Moyen-Âge. Au fur et à mesure du Moyen-Âge, l'Empire byzantin décline face aux Latins, mais également et surtout face aux Arabes, et plus précisément les Turcs seldjoukides. Après le renouveau en 1099 du djihad, ils feront tout pour détruire l'Empire. Ils prendront pour commencer l'Anatolie pour mener de nombreux raids face à Constantinople, mais sans succès. C'est alors que la civilisation arabo-musulmane, qui sert d'intermédiaire pour fournir les matières premières venant d'Extrême-Orient, découvre la poudre à canon en Chine. La poudre noire. Elle est rapidement mise en valeur par les Turcs qui mettent en place le système de canon avec le terrible basilic qu'on peut observer sur l'image en haut. C'est alors qu'en 1453, les Turcs traversent le détroit du Bosphore et détruisent les remparts de Constantinople, réputés infranchissables, sur les ordres de Mehmed II. C'est alors que l'empire millénaire s'effondre sous les mains turques qui s'approprient le territoire, fondant au passage le sultanat ottoman qui deviendra
un des plus grands empires jamais connus à ce jour. Constantinople chute, l'empire byzantin est démantelé. Et c'est ainsi que nous pouvons passer à la conclusion de ce chapitre qui fut extrêmement dense quand même, parce qu'il faut quand même traiter toute une période historique, tout le Moyen-Âge, ça s'étend quand même allez, sur 1000 ans, voilà, littéralement 1000 ans. Alors, la mer Méditerranée au Moyen-Âge est un espace riche et dynamique. Brassant les cultures des trois civilisations l'entourant, elle demeure un monde réunissant savoir, science, art et médecine. Des contacts se feront sentir entre les empires, commerçants et échangeants, tout comme des affronts qui opposent les trois sociétés. Le Moyen-Âge centré sur la Méditerranée touchera à sa fin en 1492, après la fin de la Reconquista et la découverte de l'Amérique, qui laissera place à l'ère atlantique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à me faire savoir en commentaire et bien évidemment à vous abonner, à partager pour faire découvrir ma chaîne à un maximum de personnes. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.